Bonjour, je suis Jennifer Herline, directrice de French Heritage Society, et je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour ce programme qui est présenté par le Paris Chapter. Je remercie la chairman du Paris Chapter, Astrid Stanfield-Pineda, et la RSVP chairman et membre du conseil d'administration de French Heritage Society, Cassandra Seher, de cette initiative. Astrid, est-ce que vous voudriez dire quelques mots? Je suis très heureuse qu'au mois d'avril, nous puissions commencer un programme avec un aussi merveilleux jardin que le jardin de Vauville. Et merci Eric d'être avec nous et de nous faire partager ce très beau moment, parce que c'est un jardin superbe. Je suis ravie. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être avec nous. Et je suis également très heureuse de vous présenter Eric Pellerin, qui nous fera découvrir aujourd'hui son très beau jardin. Aujourd'hui à la tête du domaine de Vauville, Eric Pellerin est tout d'abord producteur et réalisateur de documentaires culturels. Passionné par le jardin et le château depuis son enfance, il s'occupe très tôt des travaux, de la communication ainsi que des événements. À la disparition en 2015 de son père, Guillaume Pellerin, qui avec son épouse a créé le jardin tel que vous allez le découvrir, Eric décide de se lancer dans l'aventure et s'installe à l'année dans ce paradis du bout du monde. Et développe les outils de visite pour tous les publics, fait connaître le jardin à l'international, il le fait entrer au Jardin botanique de France et des pays francophones, garantit la qualité du lieu et du suivi scientifique. À l'issue de la présentation, nous activerons le mode audio et vidéo afin que vous puissiez nous joindre à une session de questions-réponses. Pour précision, vous serez tous en mode muet pendant la durée de la visite et aurez la possibilité de réactiver le mode audio lors de la session questions-réponses. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez poser vos questions oralement directement à Eric ou bien taper vos questions par écrit dans l'onglet dédié questions-réponses situé au bas de votre écran. Et maintenant, je laisse la parole à Eric. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup, Astrid aussi, et à French Heritage Society qui a toujours été, j'allais dire, aux côtés du Jardin botanique de Vauville depuis plusieurs années. Nous avons eu 2 subventions et 2 grants de la part de French Heritage Society et c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir continuer à vous parler du jardin et à se sentir aussi soutenu par vous. Alors, c'est vrai que dans ces conditions de pandémie, on arrive quand même à développer avec nos outils un moyen de découvrir la Normandie et je suis ravi de pouvoir vous montrer aujourd'hui donc le jardin botanique de Vauville. Alors, je vais passer en mode plein écran un diaporama que je vais lancer. S'il y a quoi que ce soit, je compte sur vous pour me dire s'il y a des bugs techniques, pour me signaler parce que comme je ne vois que ma présentation, je serai peut-être, un peu tout seul si jamais on ne me prévient pas. Donc, je vais partager mon écran et je vais faire avec le PowerPoint. Et est-ce que tout le monde va pouvoir voir? Je pense normalement que ça fonctionne. C'est parfait. Parfait, n'est-ce pas? Donc, le jardin botanique de Vauville. Déjà, Vauville, c'est un petit village qui se situe bien évidemment en France, mais dans ce bras qu'on voit de la basse Normandie, qui était à l'ouest, entre la Bretagne et la Haute-Normandie. Donc, le Cotentin. Le Cotentin, vous le voyez, il est entièrement bordé de mer. Et Vauville se situe en fait au milieu d'une plage d'à peu près 10 kilomètres. C'est un petit village que mon grand-père a découvert dans les années 30 quand il est tombé amoureux de ma grand-mère. Et vous voyez donc cette grande baie de Vauville ici qui est très sauvage. Et on se rapproche doucement pour découvrir donc sur la commune, ce qui est très important, vous allez le voir dans l'histoire du jardin, la mare de Vauville, qui est cette grande étendue, cette grande lagune que vous voyez juste derrière la mer. Il s'agit d'une réserve naturelle où des oiseaux migrateurs s'arrêtent et c'est surtout de l'eau douce. Mais ce que vous allez comprendre aussi, c'est qu'à Vauville, il y a 450 hectares de landes. Des landes, donc des grandes collines. Et le village est presque au niveau de la mer. Donc ce décalage fait que, lorsque le jardin est né, il y avait une protection du vent d'est grâce à ces landes. Donc vous voyez, on commence à avoir une vue du jardin. Là, c'est donc la réserve naturelle qui va avoir son rôle, vous le verrez.
et le nez de Jobourg, donc qui est ce grand cap comme ça qui s'avance dans la mer. Et voilà une vision de l'autre côté qui montre le petit village de Vauville, et on distingue sur la gauche avec le drapeau rouge le château. Le château de Vauville, qui a été construit donc au XIIe siècle et qui a été ensuite modifié au XVe siècle en ce qui concerne la tour principale, et puis au XVIIe siècle. Alors là, évidemment, je vous montre des photos aériennes du jardin pour vous faire comprendre qu'on est à 200 mètres de la mer et qu'il fait très beau, évidemment, sur ces clichés, mais on est quand même dans une région qui ressemble plutôt à l'Écosse et à l'Irlande. Vous voyez sur ces photos donc un âge plutôt adulte du jardin qui a commencé en 1948. Et en 48, évidemment, mes grands-parents étaient encore vivants et ils se sont surtout concentrés sur les travaux de la maison. En fait, le château de Vauville avait été occupé pendant la Seconde Guerre par les Allemands et les soldats américains, et tout le bois avait été enlevé pour se chauffer. Donc, ce qui est vrai qu'il y a déjà eu un temps de travaux et de réappropriation de la maison, si je puis dire, et ensuite l'aventure du jardin a commencé. Mais pourquoi, vous me direz, cette aventure a commencé? Parce que mon grand-père, que vous voyez ici au milieu de la photo, était en fait, avec ma grand-mère, était passionné de botanique parce que de père en fils, on travaillait chez Roger et Gallet. Vous savez, c'est cette maison de parfum qui était spécialisée dans l'eau de Cologne et les savons. Et en fait, mon grand-père, que vous voyez ici sur cette photo, avait une autre particularité, c'est qu'il était dans la marine depuis son service militaire. Il était marin de réserve ensuite et à nouveau servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez que c'est un personnage plutôt atypique puisqu'il a sur ses avant-bras des tatouages. Je ne sais pas si on le voit bien. Et Éric Pellerin avait donc cette double, là on voit ma grand-mère donc dans le jardin, elle aimait aussi beaucoup la nature. Mais c'est vrai que Éric Pellerin avait un caractère, d'ingénieur. Il était ingénieur chimiste dans la parfumerie et tout à fait atypique. C'était plutôt ce qu'on appelle un géo trouve-tout, et il avait fait des brevets pour des éoliennes. Il avait développé des systèmes pour, récupérer de l'eau, et on va en parler tout à l'heure, pendant la visite. Donc, un homme passionné par la marine, surtout par les voyages, ce qui va lui donner ensuite son inspiration à Vauville, de créer donc comme un voyage tout en restant en Normandie. Là, je vous montre mes parents, donc Guillaume et Cléophée, qui ont continué le jardin à partir des années 80. Et c'est même un petit peu plus subtil que ça, parce que papa est né en 1948, qui est l'année de naissance du jardin. Donc, il a grandi, évidemment, et il a vu son père façonner les débuts du parc. Et maman aussi est tombée amoureuse de l'endroit, après être tombée amoureuse de mon père. Et donc, c'est vrai que Vauville, c'est une histoire de passion. On est très attaché à ce lieu, c'est une maison de famille. On est arrivé ici en 1890, à la fin du 19e siècle. Et, et c'est important aussi de parler de tous les gens qui travaillent avec nous, notamment les 2 jardiniers que vous voyez cette photo, entourant papa, donc Jean-Marie à gauche et André, qui ont passé plus de 40 ans ici à Vauville pour tout bâtir avec nous. Et et là, c'est vrai qu'on est très fiers aujourd'hui d'avoir, un jardin qui est plutôt jeune, parce qu'on dit en général d'un jardin qu'il est, vieux, au-delà de 100 ans, et le jardin a 73 ans, si mes calculs sont bons. Donc on voit là, maman et mon grand-père donc, qui est en fait le descendant de Charles Armand Roger, que vous voyez en médaillon en haut à droite, donc qui avait repris avec son beau-frère la maison, Colas, qui avait l'eau de Cologne. Donc voilà, c'est important de le mentionner parce que mon grand-père avait cet esprit de recherche et avait ce goût, voilà, de l'ingénierie, ce qui va donner après tout le système d'adduction en eau du jardin, et ça, c'est très intéressant. Comme vous allez le voir, le jardin aujourd'hui, il fait 5 hectares et il y a 22 différents jardins, comme ça, avec plein d'ambiances différentes. Mais si vous regardez bien cette photo, en fait, il faut garder en tête pendant tout le diaporama que nous allons voir qu'il n'y avait avant qu'un champ avec des vaches. C'est un pré, vous le voyez, au-delà du mur d'enceinte, on a un pigeonnier sur la partie gauche qui a été construit au XVIIIe siècle, et on voit tout simplement les vaches dans ce pré. Ce pré, c'est aujourd'hui le jardin. Donc gardez bien toujours en tête que, on est à 200 mètres de la mer
et qu'il n'y avait absolument rien. On distingue, et ça c'est intéressant, à l'intérieur du mur d'enceinte, un potager. C'était le potager qui servait justement à nourrir les personnes qui vivaient à l'époque au château. Donc là, évidemment, cette photo, elle date d'avant 1948, avant la Seconde Guerre. Et aujourd'hui, on a plutôt ce genre d'ambiance. Vous allez voir comment on est passé un peu de ce qu'on vient de voir voilà, à 5 hectares de jardin de l'hémisphère austral, puisque ce qui intéressait mon grand-père, en fait, c'était de recréer ici un voyage et d'acclimater, avec son esprit scientifique, des plantes qui venaient du monde entier, mais principalement du sud de l'hémisphère, avec un intérêt pour les plantes du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. On a triché un petit peu puisqu'il y a des espèces chinoises dont on ne peut pas se passer, des espèces de l'Himalaya aussi. Donc l'idée au tout début, c'était d'essayer de faire pousser des espèces qui à l'origine ne sont pas du tout françaises et viennent d'extrêmement loin. Et ça a été possible parce que, vous le voyez au large de l'Angleterre, de la France, des îles anglo-normandes aussi à Vauville, eh bien on a le Gulf Stream. Donc le Gulf Stream qui est ce courant chaud qui nous donne à Vauville des températures douces tout au long de l'année. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, pas trop chaud l'été et pas trop froid l'hiver. Et en fait, les plantes retrouvent leur climat, si vous voulez, un peu d'origine. Et on fait évidemment attention à choisir voilà, un biotope qui correspond à leur pays de provenance, si vous voulez. Donc ce Gulf Stream, il est assez important. Et là, nous entrons dans le jardin comme si on faisait la visite en arrivant après la billetterie. On va suivre comme ça tout le parcours des visiteurs. Donc ça va être vraiment la même visite, avec ce tertre de bambou où papa avait depuis très longtemps le souhait d'installer cette sphère armillaire, donc faite de cercles comme ça, de bracelets en latin, armilla. Et ça, c'était vraiment important pour lui parce que justement, Vauville, comme c'est un voyage dans le monde entier, ça nous permet d'évoquer les pôles et malheureusement la fonte des glaces qui, avec cette eau froide, descend dans l'Atlantique et a tendance à ralentir le Gulf Stream. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde bien en tête lorsqu'on choisit et lorsque je choisis des nouvelles plantes, puisque le climat nous joue des tours. Là, il n'a pas plu depuis 2-3 semaines et souvent au printemps, voilà, il manque d'eau depuis 3 ans. Donc ce premier jardin qui est assez simple, nous permet de poser un peu le décor, si je puis dire, de comprendre aussi l'orientation du jardin et le fait qu'il était primordial d'avoir des murs végétaux. Mon grand-père a commencé donc le jardin près du mur d'enceinte du château et c'était vraiment très important d'avoir des espèces très robustes, très résistantes pour protéger les plus fragiles. Parce que à 200 mètres de la mer et dans le Cotentin, ici sur notre côte, le vent dominant est celui de l'ouest et lorsqu'il pleut, il est chargé de sel. Donc l'intérêt, c'était de faire avec des bambous, avec des palmiers, avec des éryngiums par exemple, ou des phormiums de Nouvelle-Zélande, des vrais haies brise-vent pour protéger, là comme vous le voyez par exemple sur cette image, des cannas, donc avec cette très belle floraison orange. Après le théâtre de bambou et la sphère, on rentre directement dans la palmeraie basse. La palmeraie basse qui a été créée par papa en 95 avec un mélange, vous le voyez, de palmiers qui viennent de Chine, de cordyline aussi qui sont ces grandes herbacées comme ça sur tige et les phormiums au sol. Et tout de suite, on se sent vraiment partir au bout du monde. Il y a vraiment cette volonté de papa aussi qui était fou de palmiers. Il y a une association qui s'appelle comme ça les fous de palmiers et c'est vrai qu'il s'acclimate très bien. Il a ce poil qui nous permet de le faire tenir jusqu'à -15 degrés et c'est vrai que ça donne tout de suite, un climat et une ambiance très dépaysante avec dans cette palmeraie beaucoup de rhododendrons, comme vous le voyez ici et vous allez le voir, vos villes et le jardin, c'est une certaine liberté. C'est pas du tout un jardin à la française, c'est pas du tout un jardin à l'anglaise. C'est un jardin qui est né sur un pré, avec une terre excellente, avec une acidité et j'allais dire plutôt un pH qui est neutre et qui était connue cette terre de toutes les familles des agriculteurs comme étant vraiment très bonne. Et si vous voulez, l'enjeu, c'était de pas trop changer cette terre, de pas trop dénaturer. Comme depuis la création du jardin, on n'apporte aucun produit chimique
il n'y a pas du tout de pesticides et tout ce que vous voyez est poussé très naturellement avec des apports de purin de cheval, par exemple, ou des décoctions de feuilles de tabac pour faire partir les pucerons, ou alors du marc de café qui est usé, qu'on met au pied des rosiers pour faire partir les petites bêtes. Et Vauville, c'est vraiment, si je puis dire, un jardin bio. Donc il y a cette palmeraie haute, comme ça. Je dis palmeraie haute parce que vous allez voir plus tard, il y a la palmeraie basse. Et là, on voit donc la fructification, si vous voulez, l'inflorescence du palmier mâle. Parce qu'en fait, tous les palmiers qui sont nés à Vauville, ce sont des toutes petites graines qui ont été récoltées sur les tout premiers palmiers que mon grand-père a plantés dans les années 48. Et en fait, c'est vraiment des palmiers vauvillais qui sont acclimatés. Et donc là, nous avons, je pense, au moins 4 générations, 4-5 générations de palmiers qui sont très résistants. Quand on sort de la palmeraie, on arrive dans cette forêt de Cupressus macrocarpa, c'est des cyprès de Monterey, de Californie, qui poussent très bien sur le littoral français et qui viennent abriter le jardin de la face est. Et là, je vous montre donc dans cette forêt de cyprès la dernière sculpture que j'ai installée en octobre, qui est en fait un cal Vilaku. Ça, c'est une statue, une lampe à huile qu'on trouve dans les jardins du Kerala. Mes parents étaient absolument fans d'Inde et de Chine et ils ont vécu 6 mois en Inde. Et il y avait dans les bagages quelques souvenirs, comme vous pouvez le voir. Alors l'installation est récente, il n'y a pas encore le parterre de fleurs, mais l'idée c'est de pouvoir allumer justement cette lampe quand il n'y aura pas de vent et quand ce sera surtout la tombée de la nuit, pourquoi pas. Vous voyez un très beau pin maritime derrière les cordylines, beaucoup d'eucalyptus aussi dans le jardin, un eucalyptus qu'on trouve à l'origine en Australie et qui pousse ici extrêmement bien. Alors vous allez le voir, c'est vrai que le diaporama est plutôt avantageux puisque j'ai fait une sélection de photos vivantes, ensoleillées et lumineuses pour un peu égayer notre fin de journée. Et c'est vrai que voilà, Vauville, c'est aussi beau par temps de tempête, parce qu'il y a des ambiances, il y a des mouvements différents de feuilles, d'arbres et de branches. Et c'est vrai que là, on a donc une partie d'arrivée de l'eau qui est l'apport originel d'eau du champ que c'était. C'est ce qu'on appelle le jardin de l'Abreuvoir. En fait, il y a de l'eau qui arrive naturellement derrière le petit lion que vous voyez, qui est une sculpture que mon père a taillée dans la roche. Mais le lion crache une eau qui vient des Landes, à 1 kilomètre dans les collines. Et ça, mon grand-père a fait ce système d'adduction d'eau parce qu'il s'est rendu compte que le petit ruisseau que vous voyez derrière la tête de lion, en fait, se tarissait au printemps. C'était pas assez alimenté en eau. Et donc, il a découvert que dans les Landes, il y avait 3 sources qui apportaient suffisamment pendant toute l'année et surtout l'été. Et il a créé un système souterrain qui passe sous la route et qui nous permet d'avoir ici comme un barrage. Vous allez voir pourquoi. Il y a ensuite des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un apport en eau qui est permanent. Et je dois dire que l'eau, ça devient un sujet évidemment primordial. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir le contrôler. Et surtout, là, c'est une arrivée naturelle. Il n'y a aucune pompe. Tout fonctionne avec la gravitation, le dénivelé. Et c'est vraiment intéressant. Quand nous sortons du jardin de l'Abreuvoir, on arrive donc sur, pardon, on arrive sur le bain d'oiseaux. Donc là, vous voyez une branche de Cryptomeria japonica qui enveloppe une grosse pierre, comme ça, un monolithe qu'on appelle le bain d'oiseau, dans lequel il y a des graines ou de l'eau. Et là, c'est un petit peu un refuge japonisant, juste à côté d'Hortensia, là, assez important. Et on passe à côté de donc cette plante qui est l'Arthropodium ceratum, magnifique plante qui aime bien être à l'abri. Donc on l'a plantée entre les bambous, vous voyez. Ça, c'est vraiment une pièce très très intéressante avec le détail jaune, le violet, vous voyez des pistils, etc. Moi, ce que j'aime dans le jardin, c'est ce que j'ai un peu découvert au fil des ans, c'est cette richesse et cette beauté graphique. Il y a l'excitation de développer la collection botanique, mais surtout cet émerveillement qui est permanent parce qu'il y a des formes tellement incroyables de ce cryptomeria. Donc, la plante que nous venons de voir est juste en face de cet arbre-là. Là, vous avez un Cryptomeria japonica elegans,
avec ses branches comme ça qui font des méandres. Et ça, c'est vraiment le témoin qu'à Vauville, il y a du vent et que malgré tout, les arbres et les plantes veulent pousser et s'y sentent bien. On a là un magnifique trocodendron, qui est une plante asiatique qui pousse juste à côté. On suit vraiment le cheminement de la visite. Et donc, petit à petit, on retrouve l'eau. On arrive là dans le jardin d'eau, avec, pour ceux qui connaissent, les gunéras, ces énormes feuilles qui ressemblent, qui ressemblent à de la rhubarbe. C'est souvent ce qu'on nous demande. Et effectivement, c'est de la même famille que la rhubarbe. Vous voyez, on fait d'ailleurs au Chili, j'y suis allé en 2019, on fait des confitures avec les tiges des Gunera manicata. Le jardin d'eau, vous avez vu avec un point de vue sur la mer, on va avoir d'autres moments aussi où nous voyons la plage et surtout l'océan. Beaucoup d'euphorbes, les euphorbes mellifera surtout, qui nous permettent d'avoir ce goût très particulier de notre miel. Dans le jardin, nous avons 6 ruches et les ruches, évidemment, nous donnent du miel, mais surtout permettent aux abeilles de polliniser tout le jardin. Et ça, pour la reproduction des espèces, c'est vraiment très intéressant de surveiller tout ça. Et nous travaillons avec un apiculteur qui justement s'occupe des 6 ruches. Et c'est toujours très gratifiant en septembre de récupérer son miel parce que là, c'est comme le trésor et on sait que quand la récolte est bonne, c'est que les abeilles ont eu ce qu'il faut dans la nature pour vivre. Des très beaux iris, comme vous voyez, encore avec des teintes de violet comme ça, ce blanc qui est pimpant. Les Gunéras avec, au premier plan, donc des très beaux et curieux Cnifophia. Les Cnifophia, on va le voir juste après, ce sont ces plantes oranges que vous avez au milieu, et qu'on trouve en Afrique du Sud. Si on passe juste ensuite là, dans ce jardin d'eau, il y a cette plante de Tasmanie, donc qui fait des fruits comme ça, des graines violettes. Vous voyez, c'est assez, intéressant. Très beau aussi, très belle couleur. Vous voyez au sol du jardin d'eau, là, juste devant nous, les Libercia grandiflora. C'est des iris de Kaempfer qui viennent de Nouvelle-Zélande. Absolument magnifiques, très longue floraison. Là encore, des très jolies couleurs. Le blanc marche toujours hein, dans les jardins. Peut-être que vous connaissez le jardin blanc de Sissinghurst, qui est absolument magnifique. Et c'est toujours assez vivant et très, très positif, je trouve. On a un point de vue, donc là, pour passer dans le jardin suivant, vers l'allée des éryngiums, où on voit, vous voyez, donc des arômes au premier plan, et cette plante encore incroyable comme ça, avec 2 pétales. Ça, je trouve ça assez fascinant. Les Cnifophia et les arômes dont je vous parlais, les Gunera derrière. Les Gunera, il faut vous dire que ça me dépasse, hein, ça fait près de 2 mètres de haut à maturité, et on a donc des feuilles qui font comme un parasol d'1,50 m d'envergure. C'est fascinant et puis surtout, c'est pensé comme un entonnoir, puisque c'est cette plante en fait qui est très gourmande en eau. Elle pousse à l'ombre au Chili, mais on en voit aussi dans le delta de l'Amazone au Brésil. Et ce système comme ça d'entonnoir est très intéressant parce que en fait, lorsqu'il pleut, eh bien, l'eau va directement couler le long de la tige et aller jusqu'au cœur qui est très proche à l'extérieur du système racinaire. Donc les plantes ont toujours su s'adapter. C'est ça qui est assez incroyable. Un détail du Cnifophia que nous venons d'évoquer, ça c'est quand même assez intéressant. Là, les eucomis magnifiques qui sont plutôt une floraison de septembre. Vous voyez là avec donc des tiges, du violet, du vert fluo, du jaune. C'est complètement dingue. Moi, je trouve ça dingue, la végétation. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si je vais pas assez vite. Je regarde ma montre, mais quand je suis dans mon dans mon flux, il faut me dire comment je suis, hein, et si surtout tout va bien. Mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc l'allée des éryngiums, vous voyez avec, un dallage qui nous permet d'avancer vers le jardin suivant, qui est l'allée des hydrangeas. Les hydrangeas, donc les hortensias qu'on trouve beaucoup aux États-Unis et au Japon, avec, un hortensia que nous aimons beaucoup, qui est l'hydrangea macrophylla ayesha et donc ces petites comme ça, pétales courbés qui font penser au lilas. Très, très intéressant et vous voyez là, j'avais pas beaucoup de photos d'hydrangea, mais en fait, il y en a exactement en face, des énormes buissons comme ça et bleu, violet, c'est
assez fascinant de voir ça en fleurs. Donc floraison des hydrangeas en juillet et en août plutôt. Et là, nous avons coupé il y a 2 semaines toutes les têtes séchées. C'est vraiment ce que nous faisons en dernier avant d'ouvrir le jardin. On ouvre normalement en avril et la dernière semaine de mars est souvent consacrée à la taille des têtes des hydrangeas. Et donc là, nous nous rapprochons des douves, donc du mur d'enceinte du château, qui étaient des douves sèches, où ont été plantés les premiers eucalyptus. Eucalyptus, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'acclimatent très bien. Alors souvent qu'on connaît en poussant vraiment verticalement, sauf qu'ici, vous voyez, ils ont un port étalé. Pourquoi? Parce que les vents sont quand même très violents et ça, les arbres l'ont très bien compris. Il y a vraiment une pousse qui est à l'horizontale. Et surtout, dans le jardin, toutes les espèces se protègent les unes les autres. Il y a comme un millefeuille, et vous verrez heureusement à la fin, il y a comme une respiration dans l'avant-dernier jardin. On a là un très beau point de vue sur la dernière création de mon père, qui est donc l'installation d'une tête de bodhisattva, encore rapportée d'Asie. Alors celle-ci vient de Bali, donc une très jolie perspective, avec des rhododendrons au premier plan, des cordylines aussi sur la droite. Il y a une ambiance un petit peu Cambodge, hein, si vous connaissez les temples d'Angkor. C'est aussi une inspiration qui est un lieu assez incroyable. On a là des camélias au sol, les hydrangeas dont je vous parlais tout à l'heure et hem du coup, j'enchaîne avec le long de ce pigeonnier, un jasmin donc officinal que vous voyez qui est, en fleurs. Alors il est, pas encore en fleurs dans le jardin, mais il est grimpant comme ça, il pousse à l'ombre. Ça c'est vraiment magnifique quand tout est en fleurs. On passe encore à côté d'une sculpture. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'objets en pierre. Ça, c'est vraiment l'empreinte de mon père. Papa était architecte paysagiste et il s'est vraiment approprié le jardin, j'allais dire, à partir des années 80-90. Et lui aimait beaucoup l'Asie et il aimait, je pense, la pierre. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus à partir de ce moment-là, à partir des années 90, des éléments de décor qui nous rappellent justement leur voyage, un peu mes voyages aussi. J'ai habité pendant 1 an en Chine et je suis allé aussi pendant 2 mois en Inde, à Bollywood, puisque c'était un peu, et c'est toujours un peu mon intérêt. Donc l'idée, c'est d'avoir ces souvenirs comme ça qui permettent de découvrir aussi voilà, de l'art des jardins d'autres pays et un imaginaire à travers les sculptures. On rentre là, si je puis dire, dans ma partie préférée qui est le chemin des fougères. Le chemin des fougères, vous le voyez, c'est ces grandes fougères de Tasmanie qu'on appelle les Dicksonia antarctica. Et juste à leurs pieds, nous avons des édiciums de Gardner. Les édiciums, c'est de la famille du gingembre et ça fleurit en septembre. Vous allez voir une photo juste après. Donc là, on a vraiment un point de vue qui est très dépaysant, qui est vraiment nous coupe de tout le quotidien français, si je puis dire. C'est plus du tout la Normandie du bocage et des chevaux. On voit là, dans le chemin des fougères, cet aspect torsadé des eucalyptus, hein, qui sont, en même temps avec un bois très dur, très lourd, très robuste, mais finalement malléable d'une certaine manière. Parce que quand on est proche de cet arbre, on voit vraiment qu'il y a cette idée comme ça, de tournevis ou de tire-bouchon et c'est le symbole qu'ils se développent, mais ils savent surtout s'adapter. C'est ça qui est fascinant ici. Donc les Dicksonia, les fougères dont on parlait tout à l'heure. Avec la floraison des édiciums, donc les édiciums de Gardner, avec un parfum très subtil. Heu, Ça serait plutôt vers un jasmin léger avec un peu de chèvrefeuille. Très intéressant et puis surtout très, très graphique. Ça, c'est un fauteuil qui donne, un point de vue sur la perspective que nous avons vue au début. Toujours le bambou, hein, vous voyez, très présent, très, très bon mur, et protecteur. Un bas-relief, alors qu'on aime bien appeler Bacchus, parce que papa aimait beaucoup le bon vin rouge et ce personnage-là est plutôt beau. Là, donc on a une photo en gros plan, pas du jasmin officinalis que nous avons vu juste avant, mais du Trachelospermum jasminoides. Alors qui a, la particularité d'être persistant, parce que ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que le jardin n'est composé que d'espèces à feuillage persistant. Ce qui nous permet de nous promener, et c'était le souhait de mon grand-père, à n'importe quel moment de l'année. Et donc notre cadre de recherche, ce sont les espèces de l'hémisphère austral à feuillage persistant.
Et avec voilà, des fleurs aussi belles que ça complète, j'allais dire, tout l'ensemble. Et maintenant, ma chasse au trésor, c'est vraiment de compléter en poursuivant la découverte de raretés. Là, on est sur une espèce connue, mais elle pousse à l'ombre et en fait, elle contre tout le mur du pigeonnier. Donc il faut évidemment imaginer ça, on va être en juin, juillet, donc c'est très, très parfumé. Le bassin des Fougères, donc là, les dictionnaires Antarctica, en Normandie, à l'extérieur, c'est assez incroyable, hein. Dans le Cotentin, il y a vraiment une douceur du climat qui nous permet, d'avoir ces plantes-là et ce que j'aime, c'est que les Dixonia, c'est une fougère, donc c'est très simple et ça a traversé les siècles. C'est, des fossiles qu'on trouve, depuis très longtemps, depuis le Jurassique et de voir qu'aujourd'hui encore, elles sont là et si majestueuses et en même temps si simples, ça fait tout le charme, je trouve, de l'espèce. Donc je ne tarie pas d'éloges à ce sujet-là et avec ce développement, vous voyez comme ça de crosses d'évêques qui se déploient, c'est très fascinant à observer étape par étape. Donc on a parfois cette idée un peu voilà, de jungle, hein. À Vauville, on est toujours un peu dépassé mais c'est un peu ce qu'on aime aussi parce que l'idée, c'est de voyager. Et je m'arrête sur cette, plante que j'aime beaucoup, qui était, plantée par mon grand-père. Ça, c'est une liane qui vient de Corée du Nord, qui est le Stantonia, qui fleurit pendant un mois pendant le mois de mai et qui sent le muguet et le jasmin avec un peu de chèvrefeuille. Ça, c'est très envoûtant, c'est persistant, ça résiste au froid et le Stantonia hexaphylla, c'est une merveille et surtout, ça comme une liane, donc c'est au-dessus de votre tête et donc quand les fleurs sèchent, elles tombent et donc ça sent encore. Ça, c'est vraiment un délice. C'est vraiment ce qui m'intéresse aussi, les parfums, cette idée de, voilà, de pouvoir visiter aussi le jardin les yeux fermés, de nuit. Il y a toujours quelque chose qui se passe et cette proximité avec la mer fait que le mouvement est permanent. Heu, il y a toujours quelque chose. Quand on sort du coup du chemin des fougères, on arrive vers le jardin de la sagesse, si mon diaporama est bon dans ma tête, avec évidemment des pivoines arbustives comme vous voyez. Ça, c'est des pivoines qui sont grosses comme ça, hein. Donc c'est assez fascinant. C'est des couleurs sublimes. On a une jolie clématite aussi en remontant. Encore là, moi ça me fait penser à une araignée. Je trouve ça assez incroyable. Beaucoup de camélias dans le jardin. Camélias, rhododendrons, azalées. Ça c'est très intéressant parce que ça nous donne une floraison hivernale. En général, le camélia, c'est janvier, février, mars, mais ici, c'est un peu toute l'année et donc ça, c'est fabuleux. Et lorsque vous arrivez en mai, évidemment, il y a le grand feu d'artifice des rhododendrons, avec toujours ici dans le jardin à Vauville, des textures de feuilles, hein, différentes, des couleurs. Donc là, on a le cyprès doré dans le fond, l'eucalyptus, là vous avez des rhododendrons Yakushimanum, ces rhodos absolument magnifiques qui viennent de Yakushima, au sud du Japon. Alors l'intérêt, vous pouvez le voir, de ce rhododendron, c'est que le début des fleurs est rose fluo et ensuite, à maturité, la fleur est entièrement blanche. Si vous regardez le premier rhododendron qui est là, sur la gauche, on distingue encore les jeunes fleurs qui sont roses. Et ça, c'est les miracles et les surprises de la nature. On a, en plus de ça, sous les feuilles de ce rhododendron, un velours qui est beige et qui est tout doux. C'est vraiment fabuleux. Donc, vous voyez le rose du pétale, alors ça, c'est plutôt doux, mais c'est encore plus fluo, hein, et à maturité, la fleur blanche. Un très grand rhodo, vous voyez, rhodo ponticum, hein, plutôt commun. C'est vrai que ça nous a permis assez tôt quand même de donner de la couleur, parce qu'en fait, le jardin, c'est pas vraiment un jardin de fleurs. Vous l'avez vu, on est dans un jardin de plantes, dans un jardin d'arbustes et c'est ça ce qui nous intéresse. On va pas créer, du fun pour les visiteurs, si vous voulez. On va pas, mettre des annuelles, des plantes vivaces ou des bulbes, pour faire joli. On essaye de poursuivre un peu vraiment notre rêve et notre voyage en plantant ce qu'on aime, ce qui nous intéresse. Avec des très beaux acacias, Acacia melanoxylon par exemple, d'Australie. Vous voyez, on a des rhodos toujours au printemps. Ça, c'est vraiment une période très, très agréable pour voir le jardin parce qu'il y en a dans tous les sens.
le jardin de la sagesse qui a été construit par mon grand-père dans les années 75. Tout ce qui va être les douves, le chemin des fougères, le jardin de la sagesse et la demi-lune que nous allons voir ensuite sont les bases de mon grand-père. Ça a évolué un petit peu ensuite, vous le verrez. Et dans le jardin de la sagesse, on voit donc les phlomis, qu'on appelle aussi la sauge de Jérusalem, avec une floraison comme ça en étage et des pétales jaunes qui vont sortir comme ça des opercules de cette tige. C'est très beau à maturité. Des pivoines arbustives encore, magnifiques. Les eucalyptus toujours en toile de fond. C'est vraiment une inspiration le jardin parce que on peut s'y retrouver seul, on peut, voilà, s'émerveiller de choses très simples et j'avoue que ça permet de prendre du recul un petit peu sur sur la vie et surtout de se rendre compte à quel point on peut être, heureux avec peu de choses. Ça peut peut-être être un peu, un peu paraître simple ce que je vous dis là, mais je suis très content d'être là. Et donc quand on est dans le jardin de la sagesse, on voit donc dans le contre-champ, si je puis dire, une très jolie pagode japonaise et vous voyez le château en toile de fond derrière, encadré donc cette petite lanterne de phormium, de cordyline, des eucalyptus et des agapanthes aussi au premier plan. Toujours des pivoines. Je pense que je suis dans les temps, j'espère que ça va aller. On arrive là dans la partie historique donc de la demi-lune. C'est un jardin qui fait comme un croissant de lune sur la droite et qui nous mène vers ce qu'on appelle la voûte bleue, faite des eucalyptus. À la demi-lune, j'ai planté ces très beaux échiums. Alors, ce n'est pas les échiums de Madère, on connaît ça, on va en voir juste après. Ça, ce sont des échiums qui font plusieurs tiges en pot. Très beau, ça commence à fleurir là, nous sommes en avril-mai. Et vous voyez donc ceci au premier plan qui pousse en pot, et derrière dans le fond, ça c'est l'Echium pininana, l'échium de Madère, qui est sur cette grande hampe comme ça qui fait à peu près 2-3 mètres de haut. Mais contrairement à l'échium du fond, ceux qui sont en pot vivent toute l'année. C'est vraiment un arbuste, alors que l'échium que vous allez voir ensuite, il ne vit que 2 ans et il se sème naturellement pendant sa floraison et à la fin de sa floraison surtout. Vous voyez à gauche là la floraison des cordylines australes qui font des grands bouquets blancs comme ça, très, très impressionnant. Et j'ai mis cette photo-là d'un pin céleri. Alors là, j'aime beaucoup dire ce nom aussi parce que ça nous montre, toute la beauté du latin. Ça, c'est un Phyllocladus trichomanoides et qu'on a surnommé le pin céleri qui vient de Nouvelle-Zélande et au bout des feuilles, ça fait des toutes petites fleurs violettes. Ça, c'est vraiment magnifique et puis c'est bien tout ça parce que ça va vous donner l'envie de venir voir tout ça en vrai. Donc là, nous rentrons dans la voûte bleue, faite, de ces eucalyptus. Heu, Ça, c'est des eucalyptus qui ont été penchés en 1987. Il y a eu pour l'instant, je touche du bois, je touche du bois là, une seule tempête qui a causé du tort au jardin et qui nous a fait perdre beaucoup de cyprès de Lambert et d'eucalyptus. Mais en fait, le dernier que vous voyez dans le fond de la photo, c'est enraciné de tout son long et on a comme ça, d'année en année, la possibilité de façonner pour se retrouver à l'ombre où poussent, bah, voilà, des petites merveilles. Ça, c'est un clérodendron et le clérodendron, ça a déjà cette floraison incroyable et lorsque vous frottez les feuilles, ça sent la cacahuète. C'est un peu fragile, ça n'aime pas trop le froid en dessous de 0, mais c'est quand même magnifique. Puisqu'à Vauville, en fait, il gèle rarement, il y a très, très peu de gel. On a là donc un portique en bambou qui nous amène vers le jardin exotique. Le jardin exotique qui est aujourd'hui, très touffu. Ça, c'est une photo assez récente, je l'ai gardée parce que ça nous donne, dans les années 90, une hauteur, hein. Ça nous montre un peu l'âge du jardin et on a une très bonne vue vers l'arrière du château. Il y a notamment dans le jardin exotique des Rhomneia coulteri, c'est ce qu'on appelle le pavot du Mexique, qui fleurit tout l'été. Ça, c'est divin, c'est une floraison très longue comme ça sur 3 mois et j'allais dire des fleurs qui sont grosses comme ça, si vous voulez, avec les étamines jaunes comme ça et tout le reste, c'est des gros pétales blancs magnifiques. Avec là, vous voyez des euphorbes, l'échium de Madère, des Yucca gloriosa.
très dense, le jardin exotique, mais vous allez le voir, ce n'était pas comme ça à l'origine. Le Schefflera, ça c'est une plante très intéressante qui vient du Vietnam. On en trouve aussi à Taïwan. Très très belle forme de feuilles. Le Grevillea, aussi rose fluo, qui pousse en Australie. Magnifique. Et là, c'est une des raretés. Alors, j'ai préféré vous montrer une photo en gros plan parce que c'est en fait un énorme buisson, le Colessia cruciata, qui est entre l'arbre et le cactus et qui vient d'Uruguay. Et en fait, de cette taille-là, en Europe, il n'y en a que 4. Donc encore une fois, une bonne excuse pour venir le voir en vrai, mais assez fascinant de voir à quel point voilà, la nature fait ses assemblements. Et surtout, c'est des tiges et des branches qui sont extrêmement résistantes, très très dures, très très robustes. Encore les échiums comme ça qui montent. Ça, c'est un gros plan de la fleur de l'échium. Très joli comme ça tourne aussi. Très, très beau. Voilà, donc là, les échiums de Madère avec une vue qui nous permet de bien distinguer la hauteur, hein. Si vous voyez l'arche dans le fond de la photo, ça peut quand même atteindre des hauteurs exceptionnelles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le savonnier. Figurez-vous que c'est le début des feuilles, c'est un arbre caduc. Donc ça, on n'est pas censé en avoir beaucoup des arbres caducs dans le jardin, mais cet arbre-là a la particularité d'avoir des jeunes pousses de feuilles et de branches rose fluo, exactement comme ça. Là, c'est actuellement dans le jardin comme ça. Et ensuite, ça devient vert. Et on ne peut pas soupçonner que cette couleur est à l'origine en fait des jeunes pousses annuelles. C'est fascinant. Dans le jardin exotique, vous avez des très belles télopéas, comme ça. Magnifique. Shady Lady, celle-ci, white, il me semble. Et vous avez juste après le Dasylarion, qui est une très belle plante du Mexique, qui fait une énorme boule. Et voilà, Protea Shady Lady, red, je crois, si je ne me trompe pas. Regardez cette photo, on va en avoir une juste après. Donc ça, c'est toujours le jardin exotique. Et du temps de mes grands-parents, c'était plutôt quelque chose comme ça. Donc vous voyez la prise de vue. Mon grand-père a un certain âge, ma grand-mère, et c'était surtout le jardin exotique que des plantes grasses. Donc on distingue des agaves, on distingue des crassulacées, il y a des aloès aussi, mais c'était vraiment à l'origine une rocaille. Donc ça, c'est les tout débuts dans les années 75. Voilà, si je reviens un peu en arrière, on fait quand même ah, ça a un petit peu poussé. Et c'est beau de voir toute cette évolution. Ce qui est formidable, c'est que mon grand-père, que vous voyez là, était ingénieur chimiste. Donc, il a, par chance, conservé toutes ses photos de sa jeunesse. Il a conservé toutes les photos du domaine, du jardin, des prés que c'était avant. Et je peux suivre comme ça toute l'évolution du lieu depuis sa création. Et ça, c'est vraiment magnifique. Là, nous sommes dans l'allée australe qui va mener à la Palmeraie basse. Nous sommes entrés par la Palmeraie haute tout à l'heure et la Palmeraie basse, donc avec toujours les cordylines, les trachycarpus, les Eremurus comme ça. Très très beau. Ça fait penser au Camassia aussi, si je ne m'abuse. Là, la floraison en septembre des Yucca gloriosa, ces grandes fleurs blanches comme ça. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de fleurs blanches en fait. Il faut peut-être que je varie. Alors, dans la palmeraie basse, il y a cette grande boule, vous voyez, qui est l'eupatorium, et ça, c'est très odorant. Ça sent c'est une odeur boisée, un peu sucrée. Ça fait penser un peu au camphre. C'est surtout une odeur qu'on sent lorsque le sol est humide et après la pluie. Donc, originaire du Mexique. Et juste à côté, à gauche, vous voyez cette grande plante un peu dragon, et qui est un Melianthus major qui vient d'Afrique du Sud. Et vous allez voir de plus près, c'est assez magnifique. Avec des feuilles comme ça dentelées, incroyables. Et je suis ravi parce que cette semaine, il a enfin fleuri. Ça fait une bonne dizaine d'années que cette plante est là, 10-15 ans, et il n'avait jamais fleuri. Et regardez, aujourd'hui, cette semaine, c'est la première fois qu'il fleurit. Donc, je pense que c'est un bon signe. Et j'en suis très heureux parce que, voilà, c'est que je pense que les plantes se sentent bien ici. Et on a donc, ça ressemble presque à une plante carnivore, hein, c'est assez étrange, hein.
Les genêts, magnifique. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez la floraison de l'eucalyptus, mais je voulais vous mettre cette photo-là pour vous montrer voilà, à quel point la floraison de l'eucalyptus est subtile au mois de juin. Et donc là, évidemment, une odeur, hein. L'eucalyptus globulus, c'est le plus odorant, c'est celui qu'on se sert pour faire les produits en pharmaceutique, le globulus. Mais voilà, une très jolie floraison. La palmeraie basse, toujours, avec différentes strates comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que les palmiers poilus que vous avez vus au début de la visite deviennent grands et je vais pouvoir commencer à planter à nouveau au sol des plantes qui aiment l'ombre. Et on va avoir comme ça 2 lectures du jardin avec des sous-bois qui vont pouvoir être beaucoup plus colorés avec des espèces voilà, différentes. Ça va être très amusant à faire, je pense. Les parterres d'agapanthe que vous voyez, ces fleurs bleues là en fleurs au niveau de juillet-août, ouais, juin, juillet-août. Les cordylines toujours, les cordylines de différentes couleurs, toujours de Nouvelle-Zélande. Et le calystémon qui vient d'Australie, qu'on appelle aussi bottle brush. Euh, le calystémon, c'est très beau, ça fait des jolis buissons. Et surtout, la graine a la particularité de germer lorsqu'elle est exposée à de très fortes chaleurs, voire au feu. Et ça permet à la petite cosse dans laquelle il y a la graine d'éclater et de pouvoir ensuite disperser la graine. Le calystémon, c'est un très chouette spécimen. Et là, on respire un petit peu. On arrive dans le grand espace. Le grand espace, c'est donc un endroit qu'on a voulu laisser comme ça, très aérien, sans plantation, si ce n'est la très belle allée de Gunera manicata et un parterre d'émérocales. Les hémérocalles vont fleurir en juillet. Et c'est vrai qu'après le jardin, on peut avoir beaucoup de... Voilà, on peut être un peu surrounded, si je puis dire, un peu envahi par la verdure. Et là, on peut souffler un petit peu. On a cette très belle vue sur la mer. Et puis surtout, les 3 pierres que vous voyez dans le fond sont le symbole qu'avant, c'était un pré à vaches. Et ces pierres-là, c'est tout simplement les pierres contre lesquelles les vaches se grattent. Et on a laissé donc ce souvenir pour vraiment toujours garder en tête ce qu'était le jardin et puis qui est un peu un symbole de voilà ce qu'on peut arriver à faire avec de la passion et de la patience. Et donc il y a 3 pierres puisqu'en fait la grande symbolise ma mère et les 2 autres symbolisent mon frère et moi. Voilà pour la petite histoire. Et on arrive donc au dernier jardin qui est là le bassin des Gunéras avec cette tête de lion. Alors là, elle n'est pas aussi petite que le premier jardin de l'Abreuvoir, hein. C'est une tête qui fait 1,50 m de haut et qui a été dessinée par papa et taillée dans une carrière à côté de Vauville. Donc là encore, c'est toujours une adduction naturelle d'eau qui vient des collines, des landes. On arrive, voilà, vraiment à garder à plusieurs niveaux pour créer ces très grands bassins et donc ce sont les Gunéras qui sont très gourmands en eau, qui sont voilà, dans le delta de l'Amazone et qui ont besoin de toujours avoir les pieds dans l'eau pendant l'été parce que, voilà, c'est leur système, leur mode de fonctionnement. Et lorsqu'on sort du jardin, on termine vous voyez les landes, hein, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne les avait pas beaucoup vues, mais ici, on voit bien les collines protectrices parce que le vent d'est peut être très froid et très sec et le fait d'être au niveau de la mer et protégé par les landes est vraiment bénéfique pour les plantations. Donc ça, c'est le début de pousse de la Gunera qui va ensuite faire comme ça, évidemment. Très intéressant, très graphique. Une autre vue avec le parterre d'agapanthe. Toujours des plantes sympathiques, les agapanthes. Et lorsqu'on sort du jardin, on est dans cette jungle de feuilles géantes comme ça, et on attend que passe un animal sauvage. Voilà une petite coucher de soleil en fin de visite, et avec toujours l'idée, sur cette dernière image que je vais vous montrer, de toujours garder en tête qu'il n'y avait absolument rien. Cette image que vous voyez a été prise du balcon du château, donc avant la création, et on se rend compte à quel point la mer est toute proche. Et voilà, du coup, les vaches qui aujourd'hui, si je regarde à travers la fenêtre, seraient dans le jardin de la sagesse, là où il y a toutes les pivoines. Donc, un jardin sorti, comme le disait une amie, voilà, c'est vrai, de bord de mer, pas forcément de sable parce qu'il y a une terre qui est
qui est très bonne. Il y a des strates évidemment de sable, mais on est voilà, si proche de l'eau. Mais c'est vrai qu'au bout de 73 ans, on a un petit paradis, voilà, que je vous invite vraiment à venir découvrir. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir échanger. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à visiter le site internet et à venir quand vous voulez.